dans une dynamique. On n'a pas tellement de essiar da'at, d'oubli, d'amnésie. On sait quand on se lève, pourquoi on se lève, quand on se couche, pourquoi on se couche, quand on mange, pourquoi on mange, quand on étudie, pourquoi on étudie, quand on parle avec les gens, c'est quoi notre rôle. Ouais. Alors, des fois, on est pris par certains mauvais réflexes, ouais. On ne réagit pas toujours bien aux épreuves, mais en tout cas, on est dans une dynamique. Et avec le temps, alors, on vient mieux préciser le but de la vie. Hachem, il fait en sorte aussi que le corps, il a peut-être il est moins perturbant avec le temps, tout au moins dans les surplus d'énergie, mais il est perturbant des fois parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Ouais, c'est un autre problème. Donc là, c'est le bon âge. 50 ans, Marco, c'est le bon âge. C'est que tu as encore d'énergie, mais tu es moins perturbé par les choses de la jeunesse. Profitons. 50, 60, c'est sympa. Non, sympa ou pas? À peser, c'était quel jour? Tu te rappelles le jour? Le jour le plus long. Ouais. Non, mais bon, c'est vrai, c'est pas. Il y a encore des forces, hein, si vous en voulez. Bon, Hachem. Tout dépend aussi de la vie qu'on a menée. Nachon et d'Hachem. Et d'Hachem. Et des avérotes qu'on a fait. Si on a fait une avéra qui mérite d'arracher un bras, bah, au bout d'un moment, le bras, il s'arrache. Ouais, c'est tout. Hachem, il attend, et puis au bout d'un moment, bah, ce bras, il est depuis longtemps arraché, mystiquement parlant, et maintenant, il faut bien passer dans les faits. Hachem Erachem lo alenu. En tout cas, revenons à notre subject. Donc, Rosh Hashanah, normalement, si c'est un bilan, qu'est-ce que j'ai fait? Nanana, tchouva, nanana. Alors, c'est le dernier jour de l'année, c'est un bilan, c'est le dernier jour de l'année. Pourquoi c'est le premier jour de l'année? Rosh Chodesh. Même si Tishri, c'est peut-être pas le premier mois de l'année, ou c'est peut-être Nissan, en tout cas, c'est le début du mois, ouais, c'est une nouvelle, c'est un nouveau cycle de vie qui apparaît à nous. Alors, c'est pas uniquement Rosh Chodesh, c'est aussi juste avant le retour au travail, quoi. Ce n'est pas la fin du travail. On a fini déjà le travail. On a fini le travail dans les champs. Là, c'est la période, c'est on a tout fini, on a nos greniers qui sont pleins. Donc, c'est une période de préparation au début. D'accord? Et d'ailleurs, en général, on ne va pas tellement commencer le travail puisque tu as Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. Donc, même stable dans la vie, ouais, sans être agriculteur, c'est une période, je ne vais pas dire oisive, mais où notre vie professionnelle est un petit peu perturbée, quoi. C'est après Sukkot que commence la vraie vie professionnelle, même aujourd'hui. Là, tu vois, même tu vois par rapport au septembre, les écoles, les trucs, on est une période un peu vaseuse là, comme à l'époque des champs. C'est un peu vaseux comme ça. Manière, hein, que ça c'est resté depuis l'aube des temps. Cette période un peu vaseuse entre le travail et le travail. Manienne, Marco, non? Je trouve ça très manienne. Ça aurait pu changer, hein, les repères. Manienne. Manienne. Non, ça reste toujours une période comme ça entre deux travaux. On a fini quelque chose, on n'a pas encore repris. Mais puisque c'est Rosh Chodesh, et que d'après Chazal, c'est Tishri, c'est la création du monde, donc c'est le début de l'année, on va dire, au niveau de la Metsiout du monde et non pas de l'histoire du Ham Israël. Alors c'est Manienne. Manienne, le jugement, il devrait être à la fin de l'année. Tu as fini un travail, on te juge sur ton travail. Pas quand tu commences un travail, on te juge. Ah, en fait, tu commences un travail, ah, en fait, viens, on s'arrête et tout, voyons ce que tu as fait. Attends, mais là, je commence là. Fallait faire ce jugement avant que je commence. D'accord? Alors j'ai dit, il y a deux façons de vivre la vie. Est-ce qu'on vit comme la femme de l'autre en regardant en arrière, ou comme c'est pas l'autre, c'est l'un, ou comme l'un, ouais, on regarde vers l'avant. Alors c'est quoi regarder vers l'avant? Mais un homme, il est déterminé par ses actes du passé, il peut pas.
il peut pas faire table rase de ce qu'il a fait. C'est un homme, il définit par ses actes. Donc, regarder de l'avant, c'est une belle idée. C'est un peu utopique. Allez, on fait un nouveau départ, nanana. C'est comme, tu vois, juste pour donner un exemple, Marco, parce que tu aimes bien ces exemples. La Révolution française, tu te rappelles ou pas? Tu étais jeune. C'est que la Révolution française, ouais, donc il y avait une monarchie absolue, qu'on en avait marre. Ils ont fait des guerres pour eux, ils nous ont massacrés, ils nous ont ruinés, etc. Ils en ont marre. Donc, il y a une réaction avant tout de la noblesse, même de l'aristocratie, et aussi du prolétariat, des paysans. Pourquoi? Parce que bah, le royaume était ruiné par les guerres de Louis XIV. Là, on est avec Louis XVI. Ils ont été ruinés. Donc le roi, il a demandé un petit peu d'aide à droite à gauche, mais quand il demande de l'aide, donc du coup, il est plus tellement absolu, la monarchie. Donc il dit, ah d'accord, mais viens, on parle. Viens, on parle. Et donc ça a mal tourné l'affaire. Ouais. Il a perdu la tête, le roi. Et, euh, et donc après, voilà, donc on recommence un nouveau monde. La révolution, ça y est. On a fait tomber une tête de roi et on commence maintenant avec une constitution, avec de nouvelles valeurs, etc. Ils ont fait une constitution et ils ont décidé que d'abolir le droit des nobles sur les paysans. Ouais. Donc ils étaient très contents, les paysans. Puis après, ils ont vu que on ne change pas une société avec un coup de baguette magique. Ça a complètement tout déstabilisé. Donc ils sont revenus sur certaines de leurs concessions au prolétariat. Ils ont gardé certains trucs, et à un tel point que même Napoléon, ouais, le fameux agent immobilier qui a toujours un bon appart, ouais, Napoléon, ouais, il est carrément revenu à une certaine forme de monarchie, mais avec les idées philosophiques de la Révolution. Comme quoi, on ne peut pas faire table rase d'un coup. Vous comprenez ou pas? L'exemple est sympa. Ouais, On ne peut pas. vécu Et c'est le problème du communisme. Putain, on décide du jour au lendemain, mais tu peux pas. Donc eux, ils ont tenu bon, tenu bon, tenu bon, et puis ça a pété. On est revenu à Poutine, le nouveau tsar, quoi. C'est ça, non? Poutine, c'est un tsar, non? Tsar Balekhaïm, hein? Hein? Voilà, les Chinois aussi. C'est un empereur avec des esclaves. C'est communiste, c'est des esclaves là-bas. Ils ont rétabli l'esclavage. Le communisme a rétabli l'esclavage. Le développement du capitalisme chinois, ils ont mis en esclave un pourcentage de leur population. C'est pas mal quand même. Ils sont revenus, ouais, chasse naturelle, il revient à galop, quoi. Ils sont revenus parce qu'ils n'ont pas été progressifs. Non, on ne peut pas dire on prend un nouveau départ si on fait abstraction du passé. Alors c'est le problème, mais ça n'a pas l'air d'être écrit comme ça au sujet de Rosh Hashanah. Hashanah te dit non, on regarde de l'avant, on regarde pas le passé. C'est une nouvelle année. Et Bémet, le vécu de la fête de Rosh Hashanah, on ne parle pas ni de Vidouille, ni de Tchouva, on ne parle pas du passé. On parle que de l'avenir. Hachem va être roi sur le monde et on va être les ambassadeurs du roi, qui sont avant tout les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on regarde de l'avant, Rosh Hashanah. On regarde que de l'avant, on ne parle pas du passé. On ne parle pas du passé. On ne parle pas de nos fautes. Nahon, tu parles de tes fautes à Rosh Hashanah? Comment ça? Reviens à notre minyan si tu ne sais pas ce qu'on dit à Rosh Hashanah. On est en train d'embaucher. À Maître Berg, on peut faire une partie Ashkenaz si vous voulez, pour vous avoir la pause. Mais ah oui, c'est vrai que c'est long là-bas. Oui, non, je parle des gens qui prient lentement. Ouais, c'est beaucoup plus long que les Sfaradim, mais ils savent tout accélérer ici. Ouais, mais avant les Ashkenazim, c'était toute la journée, quoi. Vous vous rappelez, au poste des en France, non? Ah, c'est pas comme lituanien? Ah, c'est beaucoup plus court? Il y a moins d'ajouts dans la Chazara? Ah oui? Ah, pourquoi? Quoi, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine? Ouais. Ah, c'est parce que les gens, ils étaient fatigués? Ou c'est le minag? Ah, c'est le minag? Ah ouais. Ah. En tout cas,
Tu comprends, mais Rabbi Meir ou pas? Donc on regarde vers l'avenir. Parce que Rosh Hashanah, la première étape, c'est Asara et Tchouva. La première étape dans la Tchouva, hein, ouais, c'est savoir où il faut aller, Birkan. Oui, oui. Un mec qui dit ah, j'ai mal parlé, ah, j'ai regardé ce que j'avais pas le droit, ah, il regarde toute sa vérote. Très bien. C'est bien de se remettre en question, mais c'est quoi le but de la vie? Il y a des fois des jeunes qui sont nés dans le giron de la Torah et des mitzvot, connaissent même pas le but de la vie, savent juste ce qui est interdit. Donc ça les étouffe. Parce que la Torah ne leur donne pas, hein, ouais, des ambitions, une construction, un projet, une mission, mais juste assour, 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 chayav, chayav, chayav. Faut pas commencer l'année comme ça. Si maintenant tu arrives à réveiller en toi l'idéalisme des pères, il y a les meilleures raisons de croire que ça va donner la force de changer. Donc Hachem est juste en idéalisme à Rosh Hashanah. Ah, il y a l'idée de vouloir changer. Bah, pourquoi tu te mets loin? C'est à moi de crier ou c'est à ton oreille de se rapprocher? Non, t'es pas timide, t'es loin. Ouais. T'es pas timide, t'es loin. Ouais, c'est la phrase. Hachem est en idéalisme. Il juge notre idéalisme. Idéalisme. Est-ce que tu as un idéalisme, Léon? Comment? Oh non, arrête, on dirait un gaucho. On dirait un gaucho. Ah là 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 là. El Gocho. On va t'envoyer à El Gocho. Mais la paix entre les gens, on s'en fout de la paix entre les gens. C'est un moyen, c'est pas un but. Voilà, maintenant on est tous en paix, les mecs. Qu'est-ce qu'on fait? La paix. La paix, c'est un moyen. Comme voilà, on a fini la guerre, on est en paix. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on fait la Cinquième République? Est-ce qu'on fait maintenant une monarchie? Voilà. Comment on profite de la paix? Il n'y a pas de problème entre les gens. Très bien, pas de problème entre les gens. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toi, tu parles d'un problème. Tu as remarqué, Maître Baruch, il y a une grande différence entre le Lachon profane, qui est le français, et le Shana Kodesh, qui est l'ivrite. En français, on dit la paix. Donc, c'est un phénomène de statique, quoi, la paix. C'est statique. En Lachon Kodesh, c'est le shalom, c'est une shlemut. Shalom. C'est-à-dire qu'on arrive à une shlemut, il y a une complémentarité des membres les uns avec les autres pour quelque chose. Il y a une shlemut pour quelque chose. La paix, s'il n'y a pas de guerre. On s'en fout de la guerre. Le but de la vie, c'est pas qu'il n'y ait pas de guerre. C'est comme le mec qui se marie pour pas divorcer, ou le mec, ouais, qui mange pour pas crever de faim. Il y a beaucoup de gens qui mangent pour le plaisir, pas pour crever de faim. Tout n'est pas l'inverse du négatif. Il y a des choses en soi positives. C'est pas tout n'est pas, comment dirais-je, la négation du négatif. Le positif n'est pas la négation du négatif, c'est une valeur en soi, le positif. Donc la paix, c'est juste l'absence de tension. Mais c'est zéro, c'est nul ça. C'est nul la paix. Hein? Quoi? Il n'y a pas d'idéalisme dans ça, c'est pas de l'idéalisme. C'est pour pas avoir de soucis, pour pas être embêté. C'est égoïste, c'est pour nous la paix. Oui, Meir, vas-y, vas-y, ça suffit. Ouais. T'es resté trop longtemps ce matin. Refoua chez les mains. Pour Meir Ben. Meir Ben Yaakov, refoua ta nefesh, refoua ta gouf, dans ta chef, betor shacholem Israël. Bekarov, mamash, ad me'ave esrim tiebari. Tu comprends ce que je te dis ou pas? C'est comme le mec qui vit pour pas mourir. Pourquoi tu vis? Bah pour pas mourir. Mais c'est pas ça. Tu donnes pas un sens à ta vie. Il y avait un psychologue qui s'appelait Frankel, Victor Frankel. Vous connaissez, non? Il a créé il a créé une nouvelle psychologie qui s'appelle la logothérapie. Logothérapie.
thérapie, c'est soigner. Logo, c'est donné par un sens. Si tu donnes un sens à ta vie, ça soigne beaucoup des maux des hommes. Donner un sens à sa vie. Le sens à sa vie fait vivre. Il a compris qu'on n'était pas des animaux et qu'on a besoin de donner un sens. Les animaux, ils n'ont pas besoin. Ils mangent, ils se reproduisent, ils fuient leurs prédateurs. C'est que maintenant, j'ai faim, je mange. J'ai un besoin, je me reproduis. J'ai un danger, je fuis. C'est qu'en réaction par rapport à un problème. C'est un animal qui est en réaction à un problème. Un homme, il a des projets. Pas parce qu'il a un problème, là, tout va bien. Il y a des mecs qui vont dire tout va bien, hein, mais ma vie est vide. Ah, il a compris que c'est pas un animal. C'est un animal, il est content. Ouais, il a de quoi manger, il s'est reproduit, il a des petits-enfants. Tout va bien, madame la marquise. Tout va très bien, même. T'entends, Marco, ou pas? Donc, un peu d'idéalisme, Léon. La paix. Enfin, la paix. Comme les gauchos qui veulent la paix avec les Arabes. À tout prix. Ils sont prêts maintenant à profaner leurs idéaux, profaner leur identité, à écart qu'il n'y ait pas de guerre. Je n'ai pas dit tous les gauchos, mais certains d'entre eux. Il ne faut jamais généraliser parce que chaque homme est une composition d'éléments qui forment une mosaïque, chacun un petit peu différent. On n'est jamais tous vraiment pareils. Mais globalement, à l'époque, aujourd'hui, c'est plus tellement leur message de faire la paix à tout prix, parce qu'ils ont vu que bah, il n'y a pas tellement d'interlocuteurs. Donc, ils ont perdu leur électorat, du coup. Parce que les gens disent, on a marre de se faire tuer. Donc, même les gauchos utopistes, ils ont développé d'autres idéaux que la paix. D'accord? C'est pas qu'ils aimeraient pas avoir la paix. Ils disent, les mecs, on leur a interviewé, il y a un journaliste, je ne sais plus quel de Arbaïsré, je crois, il les a interviewés au manif et tout, et il dit, qu'est-ce que vous pensez et tout de l'unité dans le peuple, etc. C'est pas dommage. Il dit, ah, moi, le peuple, je m'en fous, moi. Pour moi, un juif, un Thaïlandais, c'est pareil. On est tous des hommes. Alors, encore une fois, je n'ai pas dit que tout le monde a répondu comme ça, mais ça vient définir malheureusement un certain pourcentage d'habitants sur cette terre. Je ne sais pas combien, mais ça existe. Que pour eux, on est tous des hommes, on est des citoyens de la terre. Le message utopique de mai 68, d'accord? Qui a commencé chez les philosophes du XVIIIe siècle. Ils ont commencé à voir que le nationalisme n'est pas forcément une bonne notion. Ouais. Ils ont commencé à parler d'Europe, et certains même plus de terriens, de détruire les particularismes, la culture. Voilà. Ce que la Chine a fait, d'ailleurs. La Chine, c'est une mosaïque de peuples avec des cultures très différentes. Ils ont détruit la culture, mais volontairement, avec des lois et tout. Hein. J'avais lu un livre une fois de sociologie sur ça. Ils avaient pris une société chinoise avec des mœurs un peu bizarres quand même, et que l'État, il est venu avec leurs fonctionnaires pour interdire si, ça. Tout le monde pareil. Ah, mais il y a la paix. Il dit non, parce qu'ils disent, c'est quoi les tensions sociales? Parce qu'il y a des cultures différentes. Mais c'est pas vrai. Il y aura toujours des tensions quand il y a des mauvaises midotes. Alors, c'est pas la culture, la religion, bah, ça va être tu me gênes, tu t'es mal garé, tu as construit en face de chez moi, ça me gêne la lumière. Il y aura toujours des tensions s'il y a des mauvaises midotes. C'est pas la culture qui génère ces tensions. La culture est un prétexte de mauvaises tensions, mais c'est pas elle qui génère. Moi, j'ai rencontré dans ma vie plus de religieux fortement marqués culturellement tolérants que de gauchos tolérants. Les gauchos, ils sont pas du tout tolérants, ils sont très intolérants envers ceux qui ne leur ressemblent pas. Encore une fois, pas tous, mais en général. Ils veulent encore faire une manif à Bnei-Brak. Quand on est cachot avec leur histoire. Moi, des cachots. On est cachot, les femmes. On n'est pas cachot. Nous, on va manifester à Tel Aviv. On se fait déchirer par la police. Hein.
On n'a pas la même immunité qu'eux. Hein. Mais Kitsour, fin de parenthèse. Tout ça pour dire, je comparais le religieux, le gaucho, que le gaucho, il n'a pas tellement d'idéaux. Ouais, voilà, qu'il n'y ait pas la guerre, laisser tranquille les homosexuels, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Oui, mais de faire quoi? De faire quoi? Voilà, maintenant, tu as obtenu la liberté, tu as pris la Bastille. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on exploite? Alors, Roshana, c'est justement l'illustration de cette idée-là. On commence l'année, non pas pour Hachem, qu'il n'y ait plus de guerre, et qu'Hachem, comment dirais-je, il n'y ait plus de maladie, qu'il n'y ait plus de pauvres. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on veut donner au monde? Ouais. Qu'est-ce qu'on veut? Dans quelle direction on veut que le monde il aille? D'être un, correspondre au projet divin. Est-ce qu'il y a des guerres, des malades, des pauvres? L'ODA, c'est pas ça le premier problème qu'on doit avoir. Comme un mec qui va naître, tu vois, un mec qui va naître, et les anges ou Hachem lui posent des questions. Alors, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Alors, je veux pas être malade, je veux pas être pauvre, je veux pas mourir jeune. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ça, c'est des moyens, ça. De pas mourir jeune, de pas être malade, de pas être pauvre. Tu comprends ou pas? Alors, justement, la Gemara dans Nida, lui, ça, c'est déjà déterminé. Ça, c'est déjà déterminé. C'est les pauvres ou les riches ou les trucs, malades, c'est déjà déterminé tout ça. Ce qui n'est pas déterminé, c'est Tzadik ou Racha. Il n'y a que de ça qui doit m'intéresser à la naissance. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Pas avec quels moyens je vais réaliser ce que je dois encore penser quoi réaliser. Ça, c'est des moyens, tout ça. C'est pour ça qu'à Rosh on ne parle pas des moyens, on parle du but. C'est pas shoot, non? Un mec qui n'a pas de but dans sa vie, pour le docteur Funkel, c'est appelé un malade. Et même s'il n'est pas malade, il dit il va tomber malade. Quelqu'un qui a un but dans sa vie, ça augmente les défenses immunitaires. Tu sais comment il a prouvé ça? Tu sais comment il a prouvé ça? Il avait déjà, avant la guerre, cette idée-là en tête. Il dit, bah, ça tombe bien, maintenant je suis à Auschwitz. Il a continué ses études à Auschwitz. Et il a vu les gens qui espéraient pas, les gens qui avaient un but, les gens qui avaient un but. Et il a compris, il a donc étayé sa thèse de manière empirique. Et il a vu, il rapporte l'histoire, j'ai lu son livre, ouais, il rapporte l'histoire, ne me prenez pas au mot, ça fait quelques années, mais il rapporte l'histoire d'un détenu, ouais, parce que c'était spécial quand même, les camps d'extermination. C'est qu'ils étaient en pyjama, ils faisaient des fois du -20, -30, ils mangeaient des choses avariées, ou des fois ils ne mangeaient pas. Les conditions d'hygiène étaient catastrophiques, donc il y a les meilleures raisons de mourir. Il y a toutes les ségoulottes possibles et imaginables pour mourir. D'accord? Il y a des gens qui ont vécu plusieurs années. Par exemple, le père du Harvestman, il a fait 39, 45. Je ne sais pas dans quel camp. Je ne sais pas dans quel camp il était. Je ne sais pas exactement les détails. Ouais. Mais bon, il y a des Nissim. Hein. En général, il y a des Nissim. Et comme, par exemple, je ne sais pas, vous connaissez Wasser Vogel, une connaissance à moi qui est. Lui, il était directeur de Citroën, je crois, ou de Renault, je ne me rappelle plus. Un grand ingénieur, ouais, homme d'affaires, etc., qui est né à Auschwitz. Ce qui est impossible, hein. Personne ne l'a cru. Il a dû rapporter des preuves. Il est né à Auschwitz. Sa femme était enceinte à Auschwitz. Son mari a été tué avant qu'elle y aille. Ouais, il s'est pris une balle dans la tête. Mais elle est née à Auschwitz. Elle a réussi à accoucher à Auschwitz et à mettre au monde un enfant et qu'il soit vivable. Et les deux ont survécu. Et le Ravlo aussi, qui défie les statistiques. Il y a des Nissim aussi, ouais. Donc, est-ce qu'il était à Auschwitz et qu'il défie les statistiques? Un élodien. Je n'ai pas demandé à Ravesman, je ne sais pas si c'est le genre de question qu'il faut poser. Mais
Non, des fois, les enfants, ils subissent un certain traumatisme de la souffrance que les parents ils ont eue dans les camps et qui a pu se traduire dans certaines parties de la vie. Mais je vois en tout cas que ce Rav, le père de Rav Esman, il a mis au monde que des tzadikim épanouis et bien dans leur peau. Donc ça aussi, ça défie les statistiques. Comment ça va, Jérémy? Bien bronzé, bien chaud? C'est quoi? C'est le début du début ou c'est une parenthèse dans l'absence? Ah, c'est Chazak. Je suis content parce que là, tu renforces un peu les rangs. Hein? Dans les quoi? Dans les? Ça y est, c'est Elul. La chair de poule. Donc, t'as compris, Marco, ou pas l'idée? L'idée, elle est simple. Est-ce qu'on a un but dans la vie? Et donc, il avait vu un mec qu'il avait eu en rêve, que je sais plus quoi, le 2 mars, je ne sais plus quelle date il avait donné dans son livre. J'ai vu en rêve on va être libéré à cette date-là. Vous connaissez cette histoire? Non. Et alors, on était quelques mois avant, donc le mec, il tenait bon, il était en pleine forme et il subissait tous les outrages et physiques et corporels et psychologiques ce contexte génère. Et on se rapprochait, on était à un mois de la date, il ne voit pas du tout d'évolution au niveau du contexte géopolitique. Ouais. Ça n'a pas l'air du tout de se profiler tel que son rêve prophétique lui avait annoncé. Et, et il commençait à s'affaiblir, parce que son espoir commençait à s'évaporer. Et il a dit, il est mort la veille de la date prévue de maladie. Hein. Ne voyons pas la situation changer, mais il s'est chopé un truc. C'est-à-dire sa défense immunitaire était boostée par son espoir. Et avec ses recherches, Viktor Frankl, il est arrivé à la conclusion que plus l'espoir, il n'est pas talouille et plus il est fort. Parce que là, c'est un espoir talouille qui dépend d'une date, d'un événement, etc. Donc, il est limité. Donc, plus maintenant, tu as un idéal spirituel, et plus maintenant, tu donnes un sens à ta vie qui dépasse tous les contextes, et plus ça t'apporte une bonne santé corporelle, et maintenant de ta santé morale. Donc, il arrivait à la notion de religion. Lui, n'oublions pas, c'est un élève de Freud. Il était juif, ouais. Il s'est marié avec une Goya, une Autrichienne. Bon, après la guerre, on peut comprendre, c'est difficile, etc. Mais sa femme a témoigné qu'il mettait les tefilines tous les jours. Ouais. Et il était décrié par tout le monde de la psychanalyse, parce que lui, il s'opposait à Freud. Freud, c'est ruminer le passé. Ruminer le passé. J'ai eu un traumatisme quand j'étais petit, c'est tout le temps, tu es déterminé par ton passé. Et lui, non, il faut voir de l'avant. Crée-toi un idéal. Ça va soigner ton passé sans même en parler à ton psy. Vous comprenez pas l'idée? Hein? C'est constructif. Constructif. Et donc, globalement, hein, donc tout le monde se moquait de lui. Il n'était pas reconnu comme, on va dire, une école de pensée de la psychanalyse et de la psychologie, puisqu'il s'est opposé à Freud et aux autres mouvances dérivées de sa fille et des différents propagateurs de la grande idée de la psychanalyse inventée par Freud. Et il désespérait un moment, parce qu'il voyait que, bon, il parlait au mur, quoi. On lui donnait plus forcément la parole dans les universités, dans les ci, dans les ça. Il était mis au banc des universités. Et une fois, le Rabbi de Lubavitch, il y a quelqu'un qui venait d'Autriche, il dit, ah, vous connaissez le docteur Frankel? Ah oui, je connais, etc. Alors venez lui envoyer un message, lui dire qu'il continue ses recherches. Ouais, il est dans la bonne direction. Et il a eu ce message-là et ça lui redonnait du courage. Parce que le Rabbi du Lubavitch, il a vu qu'en termes de pensée psychologique, ouais, que, on va dire, thèse psychologique, c'est la seule qui n'était pas de la kfira. Et c'est ce que je veux dire au niveau de Rocha. Rocha, c'est pareil.
On reconstruit un idéalisme. On s'attache à un projet. Et ça peut nous donner des forces de faire tchouva, de lutter contre les traumatismes qui me poussent des fois à faire, à aller dans certaines déviances. Quand on fait Navera, c'est qu'on a un certain besoin. Et ce besoin, des fois, il est hérité par un certain passé, plus ou moins tumultueux, ou hérité d'événements, ou même de gènes, ouais, qui nous gênent. Et quand maintenant tu crées en toi un idéalisme, ça donne de l'énergie, ça donne de l'espoir, et ça peut te faire négliger certains besoins plus primaires, parce que tu es dans un élan exalté. Quand on est dans un élan exalté, il y a certaines petites choses de la vie très basses qui ne peuvent plus porter atteinte à mon comportement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est ça là, tu vas de Rosh Hashanah. Je te sens dubitatif, Jérémy. Ouais, Piaf aussi, elle faisait ça. Ouais, elle médite, Piaf. Ouais. Excuse-moi de cette citation ici, bah, pas m'empêcher de dire des lourdeurs. Donc, c'était bien, Léon, ou pas? Très bien. Alors, on va faire un petit résumé à Jérémy déjà. On en a vu des choses.